Bonjour à tous, merci d'avoir choisi Médina TV pour cette demi-heure d'information. Aujourd'hui, on a décidé de consacrer cette émission à nos villes. Le CGLU, Cité et gouvernements locaux unis, organise son 8e congrès ici au Maroc, à Tanger précisément. Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans un message lu ce mardi, défend une action publique territoriale fondée sur la proximité. Il appelle à faire des villes un moteur de justice sociale. Où est-ce qu'on en est ? Et quelle vision pour 2030 ? On en parle avec mes chers invités en plateau et en visio. Monsef Hadri, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la division des études juridiques et de la réglementation au sein de la direction des collectivités territoriales. Direction générale des collectivités territoriales. Voilà. Et puis François Mengele, à ma gauche, vous êtes le secrétaire général de la CGLU. Afrique. On y est, on y est. Et puis évidemment, Hafez Moustapha Akaleh, urbaniste et historien. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'était important pour nous évidemment d'avoir un professionnel sur le plateau qui travaille sur l'urbanisme parce que ça concerne nos villes directement. Moi j'ai une première question assez directe. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Mengele. Tanger accueille 3000 participants venus du monde entier. Pourquoi Tanger ? Tanger, c'est en quelque sorte la vitrine du Maroc, c'est la vitrine de, comment dirais-je, la Méditerranée, le rapport entre le Maroc et l'Occident, le Maroc et l'Afrique. Donc c'est la croisée des chemins et c'est un endroit propice, c'est un pays propice. Pourquoi ? Parce qu'on a vu au fil des années écoulées, des décennies écoulées, des efforts qui sont entrepris par le Maroc pour justement accélérer la fourniture des services de qualité aux citoyens et puis entreprendre des réformes de grande envergure. Les infrastructures, vraiment, moi, c'est la première fois que j'arrive dans un pays où on consacre autant d'attention à un piéton. Des trottoirs assez larges, des espaces verts, ainsi de suite. Donc, et puis on voit le rythme. Une attache à la propreté, ça il faut le souligner à la propreté, quand même. Absolument. On va en parler aussi avec vous, Monsieur Hadri. Il y a un volet diplomatique aussi peut-être, non ? Ça représente quoi diplomatiquement Tanger ? Diplomatiquement, c'est important. Pourquoi ? Parce que, vous savez, c'est en quelque sorte le point d'achoppement. Il y a plusieurs pays qui s'intéressent au Maroc à cause des réformes qui sont entreprises ici, qui sont mises en œuvre et où plusieurs pays souhaitent structurer des relations de coopération avec le Maroc pour, n'est-ce pas, avoir une sorte d'échange de bonnes pratiques et puis de mutualisation des pratiques en général et de comprendre aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour s'adresser aux grands enjeux de l'ère actuelle, notamment. Mais justement, ce qu'il faut faire, on va en parler. Ce congrès, je me tourne vers vous, Monsieur Hadri, ce congrès se tient sous le thème « Une nouvelle génération de services publics locaux universels ». Ça veut dire quoi ? Une nouvelle génération de services publics locaux universels, pourquoi ? Tout d'abord, il va falloir rappeler le contexte. Ce contexte s'insère dans le fait que les gouvernements locaux, les municipalités, les collectivités territoriales d'une manière générale, font face à des défis importants en matière de développement urbanistique, de développement territorial et de développement durable. C'est dans ce contexte que vient l'organisation de la 8e édition de CGLUA. Mais ça veut dire quoi, la nouvelle génération de services publics ? La nouvelle génération, il va falloir préciser une chose qui est très importante. Pourquoi on dit très souvent la nouvelle génération ? Parce que les services publics, il évolue. Pourquoi il évolue ? Il évolue parce que les besoins des populations. Et les populations évoluent aussi. Évoluent aussi. Donc, cette évolution devient de plus en plus pressante. Donc, la nécessité de mettre en place des services avec la célérité et la qualité requise devient une nécessité importante. Tiens, on va faire un petit tour à Fès. Moustapha Akaleh, je reviens vers vous. Donc voilà, donc c'est ces 300 dirigeants locaux qui se réunissent à Tanger cette semaine pour parler de l'avenir des villes, en quelque sorte. Vous, en tant qu'urbaniste, quand vous regardez l'état réel des villes en 2026 et notre situation, parce que c'est un volet important aussi, climatique, est-ce que vous considérez que ce congrès est vraiment important ? Est-ce qu'il a vraiment sa place ? Qu'est-ce que vous en pensez, en quelque sorte, de ce congrès ? D'après ce que j'ai pu, c'est-à-dire comprendre, d'abord les thèmes qui seront traités ou qui sont déjà traités, la paix, la solidarité surtout,
au lieu une diplomatie des villes, donc une diplomatie culturelle. Oui, avec en ce moment on a besoin, c'est-à-dire de se positionner, surtout cet été, avec la canicule qu'on vit actuellement en Europe, il est temps de prendre, c'est-à-dire des mesures pour qu'on ait des villes à échelle humaine et surtout des villes que, c'est-à-dire sur le plan confort, peuvent, c'est-à-dire soulager la population. Je me tourne vers vous, François Mengele. Le Maroc donc accueille encore, cette fois-ci, pour la deuxième fois, parce qu'on précise, Rabat, en 2013, a accueilli c'était le combienième congrès Oh là là, je sais plus. Nous en sommes au 8e cette fois-ci. Donc, C'est la Il faut 8e compter. édition Vous êtes bon maintenant. en maths, moi je ne suis pas du tout bon en maths, je suis un littéraire. En tout cas, c'est la deuxième fois Ouais, que c'est c'est ça, au Maroc. tout à fait. C'était à Rabat en 2013. Qu'est-ce que ça a changé en 13 ans? Qu'est-ce qui a changé en 13 ans? je pense que ce qui a changé entre-temps, c'est que d'abord, nous sommes de plus en plus interpellés au niveau des collectivités territoriales et de leur regroupement à rendre la délivrance des services de plus rapprocher des citoyens pour qu'ils aident à co-créer et puis à répondre à la demande avec les collectivités. Parce que ce qu'on avait auparavant, c'était plus ou moins une délivrance des services où la collectivité était dans un mode de pourvoyeur des services. Mais aujourd'hui, avec la population galopante, Oui. ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est qu'il faut délivrer les services publics ensemble avec les populations. C'est-à-dire que au lieu qu'on regarde le service public ou bien les collectivités comme seules pourvoyeuses des solutions, il faut les construire avec les citoyens. Pardon, moi je me dis, je suis peut-être un téléspectateur qui regarde cette émission, qui habite dans une ville assez lointaine où il y a des difficultés pour avoir de l'eau, des difficultés climatiques, des difficultés d'aménagement. Et je me dis, ça veut dire qu'en 13 ans, il n'y a eu qu'un constat qui a été fait? Il y a des constats, bien sûr. Ce qui se fait, c'est que d'un congrès à l'autre, on mesure un peu les progrès réalisés. Si on prend par exemple, l'exemple de Daejeon, dernièrement en Corée, où le pacte justement a été scellé, le pacte mondial. Et donc maintenant, nous nous réunissons à Tanger pour donner une articulation beaucoup plus concrète à cela. C'est-à-dire que la mise en œuvre. Donc c'était une période où on a jaugé un peu l'actualité de la demande et on a conçu sous forme d'un pacte. Et lorsque je parle de pacte, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui entrent en contrat pour mieux travailler ensemble. Et je crois que ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que tout cela se fait sur la notion selon laquelle, lorsqu'on sait travailler ensemble, on peut produire des meilleurs résultats. Ensemble, on va plus loin. C'est Voilà, ça? ensemble, on va plus loin. Moncef Hadjili, vous voulez dire quelque chose? Justement, je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit mon collègue, le changement, il est aussi tributaire du changement des enjeux des services publics. Je cite un titre d'exemple, le changement des enjeux liés à la transition urbaine durable, les changements liés aux enjeux de la résilience climatique, les changements liés aux enjeux de l'innovation ou bien de la recherche de l'innovation de la gestion des services publics locaux, de la transition numérique, etc. Oui, c'est vrai que le volet numérique, aujourd'hui, est beaucoup plus dans les débats, peut-être qu'il y a 10 ans. Mustapha Akalae, Oui. quelques chiffres qui sont quand même assez vertigineux. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles ou dans des quartiers informels dans le monde. Et selon ONU Habitat, ce chiffre pourrait dépasser même les 2 milliards d'ici 2030. En 20 ans, la part relative a baissé, mais on compte quand même 165 millions de personnes supplémentaires concernées entre 2000 et 2020. En tant qu'urbaniste, là je parle à l'urbaniste, qu'est-ce que ça dit de notre capacité à gérer la croissance des villes? Donc, comme on a vu, c'est-à-dire que lors des dernières décennies, surtout les ruraux, ils abandonnent la campagne, ils débarquent dans des villes. Donc les villes, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire, supporter une telle proportion de population. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'apparition de ce qu'on appelle une habitation sous-intégrée,
c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque de Casablanca un bidonville. Mais c'est un phénomène mondial. On voit par exemple comme un pays comme l'Espagne où la moitié de la population des campagnes est partie vers les villes et on parle même de ce qu'on appelle la España vacía, c'est-à-dire l'Espagne vide. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de stratégie et planificatrice. Et donc, je crois que c'est un phénomène mondial. Il est temps de tendre vers ce que Carlos Moreno, le Colombien, a inventé ce que j'appelle, moi, la ville d'un quart d'heure, c'est-à-dire une ville à échelle humaine. Et on voit le résultat à Paris, comment Anne Hidalgo a appliqué certaines recommandations de Carlos Moreno et ça marche. Donc, il vaut mieux tendre vers ce qu'on appelle la mixité sociale et surtout les villes à échelle humaine. Alors, pour ça, il faut des moyens et de la volonté politique, évidemment. Monsieur Mengele, je vais me tourner vers vous une fois de plus. Est-ce que les communes marocaines, aujourd'hui, ont les moyens financiers et humains, justement, d'être à la hauteur des ambitions affichées sur la scène internationale ? Écoutez, je pense que les communes, comparativement à plusieurs pays du continent, ont des ressources, plus de ressources. Mais ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que c'est pas très égal, si je peux me permettre. Je parle au nom des petites villes qui demandent plus de moyens et plus de. Je pense que vous voulez rencontrer aussi beaucoup, Monsieur Hadri. Mais comment est-ce qu'on fait pour leur donner ces moyens, justement ? Le problème est le suivant. Nous avons affaire à ce qu'on appelle une cible mouvante. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'évolution de la population. Et non seulement l'évolution, mais aussi la vélocité de cette évolution est telle que tout cela met des pressions énormes sur les services publics, sur les collectivités territoriales, dont les ressources ne peuvent pas être suffisantes. Elles pourront être suffisantes seulement quand on va atteindre le stade où on maîtrise la croissance de la population, enfin le ratio entre la croissance de la population et la fourniture des services. C'est pour ça que je dis, une fois, nous sommes dans une transition importante. La transition requiert que, au lieu que la puissance publique reste en mode de production des services et les citoyens restent là comme réceptacles de ces services publics, il faut plutôt co-construire. Nous avons commencé très bien à voir depuis plus de 15-20 ans ce qu'on appelle la planification du développement local, où on fait appel à des centaines de populations qui formulent leurs aspirations et que ces aspirations sont regroupées sous forme d'un plan stratégique. Maintenant, il faut retrouver les ressources. Alors, on se dit, au lieu de trouver les ressources, chercher les ressources seulement, il faut voir qu'est-ce qu'on peut déjà commencer du jour au lendemain avec l'aide des populations elles-mêmes. Alors, justement, le CGLU a tenu 7 congrès mondiaux en 20 ans. Donc, le schéma, généralement, c'est une déclaration, un pacte et une feuille de route. On est d'accord ? Tout à fait. En 2004, à Paris, c'était la fondation. Voilà. En 2010, à Mexico, c'est le manifeste ville de 2030. Ensuite, à Rabat, en 2013, c'était donc la déclaration de Rabat sur la gouvernance ascendante, à Bogota, Durban, des jeunes. Et à chaque fois, on parle d'un nouveau pacte pour l'avenir. Aujourd'hui, à Tanger, on parle donc d'un nouveau pacte social local. On en parlait tout à l'heure avec vous, M. Hadri. Pendant ce temps, quelques données, à mi-parcours des objectifs de développement durable, en 2023, seulement 12% des cibles étaient en bonne voie. En 2024, ce chiffre passe à 17%, avec plus d'un tiers de ces fameux objectifs de développement durable qu'on dit au point mort ou en régression. Et on a même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui disait lui-même que le monde était en train d'échouer. C'est des mots quand même assez durs. Et sur l'eau, par exemple, si on parle seulement de l'eau, seuls encore 2,2 milliards de personnes n'y ont pas accès de façon sûre. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres parce qu'on en a pour 2 heures, mais ma question est assez simple. Concrètement, qu'est-ce qui change avec Tanger ? Pas dans les textes, dans les villes. Qu'est-ce qui change avec Tanger ? Je pense que nous avons pris la pleine mesure de l'actualité de l'enjeu. Mais est-ce que vous l'avez pris la 8e fois ou est-ce que cette fois-ci c'est la bonne, on va faire des choses ? Nous sommes appelés à le prendre chaque fois, c'est-à-dire à jauger l'actualité, du défi pour recomposer notre arsenal. Okay? Et l'arsenal aujourd'hui, comme j'ai dit, ce qui est important dans ce pacte, c'est que ce pacte il prend la pleine mesure des transitions dans lesquelles nous nous trouvons. Transition climatique, transition sociale, transition numérique,
la nécessité de fournir des services publics de qualité. Alors, quand on met devant nous toutes ces nouvelles transitions, on prend un peu mesure de ça, on se dit il faut articuler les réponses à la mesure du défi. Qu'est-ce que ça veut dire? La première des choses, comme je disais, c'est la co-construction. Co-construction avec les citoyens. La deuxième chose, c'est aussi les échanges de bonnes pratiques. Et les États? Les États, Et absolument. qu'est-ce qu'on leur dit aux États? Qui doit agir? Parce qu'on parle d'action, j'entends ce que vous nous dites, et c'est important évidemment. Vous faites assez bien votre travail, parce que j'ai lu certains de vos rapports, ils sont assez intéressants à lire. Et c'est assez facile même à lire, je trouve personnellement. Je n'y connais pas grand-chose de base, et j'ai compris assez facilement vos données. Mais qui doit agir? C'est ça la question, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est un petit peu... Hop, tenez. C'est tout le monde qui doit agir. Oui. C'est tout le monde qui Et doit comment on agir. les fait agir? Comment est-ce que vous faites entendre votre voix? Alors, la première des choses... À part en allant sur Média TV. Voilà, c'est ça. D'accord. La toute première des choses, c'est de faire entendre notre voix au niveau des Nations Unies. D'accord. Parce qu'il faut une voix consultative pour les collectivités territoriales au niveau des Nations Unies. On se bat pour ça. Il y a des avancées qui ont été faites, mais voilà, les États doivent encore davantage agir. Les États Pas doivent seulement plus vous écouter alors. Voilà, les États doivent écouter, mais aussi le mouvement municipal mondial, il fait le plaidoyer chaque fois. Ça, c'est notre première mission, c'est de faire entendre les voix des collectivités dans la prise de décision au niveau mondial, au niveau continental, africain, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est une mission de, si vous voulez, justement, de mutualisation des pratiques, des échanges, voilà, des bonnes pratiques, ainsi de suite, et pour leur donner une dimension, comment dirais-je, échelle. Oui. Parce que, comme je dis, nous sommes dans une transition unique dans l'histoire du monde. Le défi est tel que nous devons atteindre des solutions d'échelle, nous devons trouver des réponses qui ont une vélocité qui dépasse le défi. Et puis maintenant, nous devons faire en sorte qu'on conjugue les efforts, on échange. Le troisième niveau, pour moi, c'est rendre service à nos membres en tant que collectif de communes, de régions, de villes, rendre service à nos membres, mais aux populations également. Donc, co-construire ensemble, c'est quelque chose, c'est un défi qui se pose à l'humanité aujourd'hui, qui demande à ce qu'on ne se regarde pas en face, on dit c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, mais plutôt on se dit nous avons Créons un dialogue des partitions. ensemble. Voilà. Voilà. Monsieur Adri. Je voudrais ajouter un autre aspect relatif à la question que vous venez de poser. C'est tout d'abord la démarche qu'on doit préconiser pour agir. Oui. Très souvent, la démarche qu'on adopte aussi au Maroc, c'est le principe de la subsidiarité. C'est-à-dire, on donne au niveau institutionnel une attribution qu'on juge qu'il est le meilleur à agir de la sorte. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. C'est-à-dire, nous avons, par exemple, au Maroc, nous avons les collectivités territoriales, qui sont la région, la province, la préfecture et la commune. Oui. On donne à un niveau territorial des compétences dont on sait dorénavant qu'il est le mieux placé pour la gérer. C'est-à-dire celui qui la gère le mieux. Sauf que ce principe de subsidiarité doit être conditionné par deux logiques, la logique ascendante et la logique descendante. C'est-à-dire, celui qui ne peut pas gérer une attribution, on la donne au niveau supérieur, et vice-versa, selon les deux logiques que je viens de citer. D'accord. Qu'est-ce qu'il en pense, notre professionnel Moustapha Kalay, urbaniste, de tout ce qui vient d'être dit sur le plateau? Moi, ce que j'ai écouté en ce moment, c'est-à-dire on parle de pacte, mais le pacte avec qui? Moi, je serais partisan de revenir à l'urbanisme démocratique. Déjà, il y a un manuel incontournable de Christopher Alexander, déjà en 1976, où il a mis une méthode comme quoi une planification avec les usagers et les experts. En 70, aux États-Unis, il y a eu aussi ce qu'on appelle un urbanisme de plaidoyer. C'était justement l'advocacy planning. Je crois que l'habitant a son mot à dire et c'est aux collectivités locales de travailler en syntonie avec les usagers pour voir leurs besoins et que le technicien, l'expert ne s'érige pas en démiurge. Donc, et pourquoi pas revenir à cette idée de Porto Alegre, le budget participatif. Je vois que ça hoche la tête sur le plateau. François Mengele.
Je suis très content d'entendre ce que mon collègue dit, parce que je suis moi-même ingénieur urbaniste de formation. Oui. Alors, lorsqu'on parle de Porto Alegre, j'ai travaillé plusieurs années à promouvoir justement le budget participatif. Ça, c'est un exemple justement de ce que Pour j'appelle ceux la qui connaissent co-création. rien en urbanisme, comme moi, Voilà. je ne sais même pas ranger ma chambre. Voilà. Donc c'est pas une ville que je vais faire. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, Porto, Porto Alegre. est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs et à moi aussi, accessoirement? Porto Alegre, en Amérique latine, vous savez que la question du foisonnement de l'habitat informel a été très, très courante avec le foisonnement des favelas, Oui. et ainsi de suite. Et donc, à Porto Alegre, il y a eu la première expérience du budget participatif sous l'égide du regretté César Bussato, voilà, qui de regretté mémoire, paix à son âme, et où les citoyens mettent des moyens ensemble Oui. avec la collectivité pour justement adresser les problèmes qui ont été identifiés dans cette planification du développement local à laquelle fait référence mon collègue, qui est en quelque sorte une sorte de pacte aussi. Alors lorsqu'on parle de pacte, les pactes, il en existe déjà. C'est une pratique courante. Quand on fait de la planification du développement local, c'est un pacte entre les populations et la collectivité. Bien sûr. Voilà. Alors, parlons des collectivités. Je me tourne vers vous, Monsieur Hadri. Les maires, ils réclament à peu près dans tous les pays, parce que on dit souvent que les maires au Maroc, ils demandent un peu plus d'autonomie. Mais ça, c'est le cas dans tous les pays. Ils réclament plus d'autonomie. Est-ce que votre congrès, pour vous, c'est un moyen de faire entendre leur voix? Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle que l'autonomie, elle existe actuellement. Oui. Les collectivités territoriales, en vertu des textes juridiques qui les organisent, ils gèrent démocratiquement leurs affaires en se basant sur le principe de la libre Mais administration. est-ce qu'ils ont assez de moyens pour ça? Tout à fait. Ils ont aussi des moyens. Et on a des maires, des présidents de collectivités territoriales Oui. qui sont passés à chercher ce qu'on appelle, à creuser au niveau des financements innovants. Et ils ont fait beaucoup de progrès dans ce sens. D'accord. Ouais, parce que l'enjeu actuellement, c'est l'enjeu de financement des projets territoriaux. D'accord. Et ça vaut aussi pour les petits villages un peu reculés du Maroc, ça? Oui, ça s'applique aussi bien pour les petites communes que pour les grandes Donc, communes. que je comprenne bien, c'est-à-dire que, selon vous, les maires, en tout cas, ou les gérants de petits villages, je ne sais pas s'il y a des maires pour les tout petits villages, parce que souvent c'est regroupé, c'est pas, voilà. Ils ont assez de moyens pour gérer leur ville, c'est-à-dire que c'est quelque chose au Maroc, tout va bien. Écoutez, le principe, c'est qu'on est toujours à la recherche de moyens. Oui. Même si j'ai suffisamment de moyens, j'essaie toujours, c'est la nature humaine. Et c'est la psychologique. décentralisation aussi. Et c'est la décentralisation, Parce et que c'est la sinon, nature tout se humaine gère à aussi. Rabat ou à Oui. Casa. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour décentraliser au maximum? Quel travail le Maroc a à faire pour... La décentralisation au Maroc, elle est très ancienne. Oui, Elle date de 1960. oui. Beaucoup de progrès ont été mis en place. Oui. Et beaucoup de changements ont été aussi observés. L'objectif, toujours, c'est de mettre le citoyen au cœur de l'intervention des politiques publiques territoriales menées notamment par les conseils de ces collectivités territoriales et leurs présidents. D'accord. Bon, écoutez, il nous reste 2 minutes. J'ai une dernière question pour vous, François Mengele. Supposons que dans 5 ans, vous revenez sur Médien TV, chez moi. Ça me ferait plaisir. Quel bilan on tire de ce congrès à Tanger d'ici 5 ans? Quel serait pour vous le signe concret que ça a servi à quelque chose? Eh bien, le signe concret qu'il y a quelque chose qui se sera produit, pour moi, c'est que j'ai vu des choses très intéressantes. J'ai participé à des panels tout à l'heure. Vous avez des banques de développement qui viennent en force en tant que nouveaux acteurs. Et nous devons travailler avec ces banques de développement désormais à la formulation et à la mise en œuvre des projets structurants bancables, c'est-à-dire qui s'attaquent à ces problèmes à l'échelle. Voilà. Et je pense que si je reviens ici dans 3 ans, ce qu'on va voir, ou dans 5 ans, ce que vous allez voir plus de projets territoriaux. J'ai rencontré un haut responsable, par exemple, de l'administration tout à l'heure, qui me disait qu'on va augmenter l'enveloppe du FACDI substantiellement. Et ça, c'est des projets qui vont bénéficier à plus de populations. Et vous aurez des projets aussi bien ficelés avec les banques de développement qui seront en cours de mise en œuvre. Donc, voilà.
Je vous donnerai dans ce sens deux ou trois principaux indicateurs. En quelques mots. En quelques mots. Vous aurez le nombre d'actions de coopération et de solidarité qui seront mis en place par les gouvernements locaux à l'échelle internationale. Oui. Et vous aurez également le taux de financement qui sera mobilisé, en plus des projets et actions réalisés. Bon, et bien alors dans ce cas-là, messieurs, on va se donner rendez-vous dans 5 ans. Tout va bien. Inch'Allah. Bon, Absolument. merci beaucoup François Mengele, secrétaire général de la CGLU Afrique. CGLU Afrique, et Monsef Hadri, chef de la division des études juridiques et de la réglementation au sein de la direction des collectivités Générale des Direction collectivités générale des territoriales. collectivités territoriales. Et puis merci Mustapha Akalae, urbaniste et historien. Évidemment, peut-être pourquoi pas l'inviter, Mustapha, au prochain congrès. Absolument. Bon. Ce serait vrai. Et merci à vous, très chers téléspectateurs. L'info continue sur Média TV.